Bonjour, alors dans ce cours on va continuer à avancer dans la matière donc, de la chimie orga. Donc on a fini tout ce qui était nomenclature des fonctions, donc savoir à quoi ressemblait une molécule, comment on la dessinait, comment on la nommait, ce qu'il pouvait y avoir dessus. Maintenant on va parler un peu propriétés de ces molécules. Alors un premier point qu'on doit aborder, c'est le fait qu'en chimie orga, il y a ce qu'on appelle des isomères. Alors des isomères, vous avez déjà dû en entendre parler en bio. Un isomère est jamais tout seul, ils sont toujours minimum deux. Deux isomères, c'est des molécules qui ont en gros la même formule brute, mais qui n'ont pas la même formule développée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, je pourrais très bien avoir du butane, donc du C4H10, et ce butane, je peux le dessiner de différentes façons. Je peux le dessiner comme ça. Ça, c'est un butane. C'est ce qu'on appelle du N-butane, N étant pour normal. Mais je peux aussi le dessiner sous cette forme-ci. CH3, CH, CH3 et CH3. Cette molécule-ci répond aussi à cette formule brute, et pourtant, si je lui donne un nom, je vais l'appeler du 2-méthylpropane. Eh bien, le 2-méthylpropane et le butane sont deux isomères du C4H10, c'est-à-dire que c'est des molécules qui sont composées de la même chose, mais qui n'ont pas la même forme physique, et qui vont donc, de ce fait, ne pas avoir les mêmes propriétés physiques ou chimiques, ça dépend un peu des isomères. Alors, il faut faire attention pour pouvoir reconnaître des isomères. Par exemple, à la page 14, donc ça et ça, c'est ce que je viens de vous dessiner, mais avec des petites boules pour représenter les atomes. Par contre, si on regarde ces deux molécules-ci, a priori on pourrait vite fait dire « Ah, il s'agit de deux isomères », et pourtant non. Pourquoi? Parce que si on regarde selon un plan, une symétrie, je pense que c'est orthogonale que ça s'appelle, donc selon ce plan-là miroir, on se retrouve avec cette molécule qui est en fait retournée par rapport à celle-là. Donc là, il ne s'agit pas d'isomère. Alors comment est-ce qu'on fait ça en pratique pour reconnaître deux isomères? Soit vous le voyez parce que vous avez une vue 2D relativement bonne, soit vous vous dites que vous donnez des noms à la molécule. Si vous nommez cette molécule-ci, eh bien c'est du butane avec un méthyle. Ce méthyle va être placé en 2 parce qu'il doit être sur le plus petit carbone possible. Et si vous nommez cette molécule-ci, vous allez vouloir faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et vous allez aussi devoir choisir cette numérotation-là. Donc, vous allez vous retrouver avec du 2-méthylbutane, dans les deux cas, vu que ce CH3 doit être sur le carbone le plus petit. Donc, vous allez garder cette numérotation-là, dans ce sens-là, et cette numérotation-là, et bien arriver au même nom. Si deux molécules ont le même nom, c'est que ce ne sont pas des isomères, c'est la même molécule, mais qui est placée différemment dans l'espace. Voilà, ça c'était pour le petit point isomère qui se rapporte un petit peu plus donc à la nomenclature. Et maintenant on va vraiment passer aux propriétés physiques et puis aux propriétés chimiques. Alors les propriétés physiques des hydrocarbures. C'est des composés qui sont inodores et incolores. Donc ça veut dire qu'en gros, vous ne les sentez pas et vous ne les voyez pas, d'accord? Alors pourquoi est-ce que vous allez me dire, ouais mais il y a de l'arnaque dans ce truc-là, parce que le CH4 qui est le gaz de ville qu'on utilise principalement, pourtant le gaz, ça sent, quand il y a une fuite de gaz, on le sent. Eh bien oui, on le sent, et en fait c'est du parfum qu'on rajoute dans les canalisations de gaz pour justement se rendre compte qu'il y a du gaz et que donc il y a potentiellement un danger, parce que sinon le CH4 il est inodore. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Alors, ce qui est important, c'est que les 4 premiers de C1 à C4 sont gazeux à température ambiante. Donc ça veut dire que c'est tout ce qu'on va utiliser comme gaz combustible. Par exemple, les bonbonnes de gaz, quand vous allez en camping-car et que vous avez ces espèces de petits bec-bunzen avec des bonbonnes de gaz, là-dedans il y a des hydrocarbures à 1, 2, 3 ou 4 carbones. Après, ils sont liquides. Alors, je vous demande pas de connaître la limite. Donc, ils sont liquides jusqu'à 16 carbones. C'est pas important. Et ce qui est important de savoir, c'est que plus la molécule est lourde, plus elle va avoir tendance à être liquide, voire solide. Alors,
Les propriétés physiques maintenant. Alors, ce qui va être important pour le début et la suite du cours, c'est qu'on va étudier deux propriétés physiques. Deux propriétés physiques principales, la température d'ébullition et la solubilité. Donc dites-vous que quand je vous demande quelles sont les propriétés physiques de telle molécule, vous devez d'office me parler de deux choses, la température d'ébullition et la solubilité. Ça, c'est vraiment un truc que vous devez garder en tête. Alors, ces propriétés physiques, elles vont varier en fonction de la longueur de la chaîne. Donc en gros, c'est vraiment principalement cette longueur de chaîne qui va faire varier les propriétés physiques. Alors la première, la température d'ébullition. Donc ça, c'est la température d'ébullition en fonction du nombre de carbone. Et donc, si vous regardez ce qui se passe, en fonction du nombre de carbone, plus la molécule est lourde, plus elle contient de carbone, plus la température d'ébullition augmente. C'est un petit peu comme si vous mettiez une petite souris dans une montgolfière et un éléphant dans une montgolfière. Vous allez devoir fournir plus d'énergie pour faire passer, pour faire s'envoler la montgolfière avec l'éléphant qu'avec la petite souris, parce que plus la molécule est longue, plus elle est lourde, plus vous devez fournir d'énergie pour qu'elle passe à l'état de vapeur, et donc plus vous allez devoir chauffer. Alors, pourquoi est-ce que vous allez me dire, quand elle est plus longue, il faut chauffer plus? Eh bien parce que les molécules sont attachées par ce qu'on appelle des liaisons carbone-carbone. Donc si par exemple dans du CH4, on a des liens CC qui vont attacher les molécules ensemble. Eh bien plus la molécule est longue, plus elle fait de liens avec ses voisines. Et quand vous voulez faire passer une molécule à l'état d'ébullition, donc à l'état de gaz, en fait, je vous rappelle, c'est quoi un gaz? C'est des molécules où les forces d'interaction entre lesquelles les forces d'interaction sont réduites, donc les molécules tendent à s'éloigner les unes des autres. Et donc ça veut dire en gros que les forces d'attraction entre atomes sont nulles et n'existent plus. Donc, pour pouvoir faire passer, ici j'ai un liquide, donc vous imaginez que j'ai tout ça, c'est un petit pot avec du liquide, donc du CH4. Eh bien, pourquoi est-ce que ce CH4 a une température d'ébullition basse? Parce qu'il n'y a qu'un seul lien entre les atomes de carbone, ce qui fait qu'en gros, ces carbones ne sont pas tenus très fort les uns aux autres, donc ils vont avoir tendance à se détacher. Par contre, quand on augmente la longueur de la chaîne, eh bien plus on augmente, plus on va avoir de liens carbone-carbone à briser si on veut séparer les chaînes les unes des autres et faire qu'elles passent à l'état de gaz. Donc plus on a de carbone, plus le nombre de liens CC qu'on veut casser, donc d'interactions intermoléculaires, va être élevé à casser, et donc plus à chaque fois qu'on casse un lien CC, on doit chauffer un petit peu, donc plus il y en a à casser, plus la température d'ébullition va augmenter. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc les forces de cohésion entre molécules non polaires, c'est ce qu'on appelle donc les liaisons CC intermoléculaires. Et donc plus on va augmenter le nombre de carbone, plus on va avoir envie de casser ces liaisons, et pour pouvoir faire ça, il va devoir fournir de l'énergie. Alors, la solubilité, donc la densité et la température de fusion augmentent un petit peu avec le nombre de carbone, mais ça c'est vraiment juste pour la culture générale, on va dire. Par contre, les molécules, donc ça c'est important, les molécules d'hydrocarbures, c'est des molécules qui sont polaires ou non polaires. Rappelez-vous de vos cours de l'année passée, donc c'est des liaisons covalentes pures. Covalente pure, ça veut dire qu'il n'y a pas de charge, et s'il n'y a pas de charge, ça veut dire que c'était des molécules qui étaient apolaires. Or, on sait que l'eau est un solvant polaire, et on sait que les molécules polaires et non polaires n'ont aucune attraction les unes pour les autres. Donc, en gros, votre molécule apolaire, donc votre molécule d'hydrocarbure, est complètement insoluble dans l'eau. C'est par exemple, c'est tout ce qu'on appelle tout ce qui est solvant organique. Ça doit être mis quelque part, mais là je ne le vois pas, donc on va le réécrire. Donc les solvants organiques, c'est l'opposé des solvants minéraux comme à base d'eau. Donc les solvants
un solvant organique, c'est par exemple le white spirit ou de l'acétone, donc tout ce qui va dissoudre des molécules qui sont organiques, qui ne se mélangent pas avec de l'eau. Donc par exemple, quand vous avez de la peinture à l'huile, et essayez de nettoyer un pinceau dans lequel vous avez mis de la peinture à l'huile avec de l'eau, ben, demain vous êtes encore là. Donc on va utiliser du coup des solvants qui sont organiques. Organiques parce que du coup, ben, molécules organiques. C'est par exemple du Cl4, ça c'est un solvant qui est organique, c'est-à-dire en gros qui est non polaire. Alors, point de vue des réactions, des propriétés chimiques des hydrocarbures. Alors les hydrocarbures, on les utilise principalement comme combustible. C'est la principale utilité. Combustible, ça veut donc dire qu'il faut qu'on les brûle. Et pour les brûler, il faut de l'oxygène, vu que quand on brûle quelque chose, ben, il vous faut de l'oxygène, sinon ça s'éteint. Et donc l'oxygène, c'est le comburant, il faut le combustible et il faut de l'énergie. Cette énergie, c'est quoi? C'est la flamme, l'étincelle, la chaleur qu'il va falloir. Alors pourquoi est-ce qu'on dit chaleur? Ben parce que parfois, donc vous voyez quand les Indiens ou à Koh Lanta, quand ils font du feu en frottant deux bouts de bois l'un contre l'autre, eh bien il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'étincelle, il y a juste de la chaleur. Le fait de frotter les deux bouts de bois l'un contre l'autre vont créer un frottement qui va être chaud, comme quand on se frotte les mains parce qu'on est en hiver et qu'on a froid, et va faire que la substance, enfin le bois dans le cas pour allumer un feu, la température d'ignition du bois va être atteinte, et cette température d'ignition, c'est quoi? C'est une température à laquelle l'objet prend feu. Donc c'est pour ça qu'on peut faire du feu quand on frotte deux bouts de bois l'un contre l'autre. Si on les frotte assez fort, assez longtemps, eh bien on atteint la température d'ignition du bois et ça s'enflamme. C'est pour cette raison-là aussi que si vous avez déjà fait du bricolage chez vous et que vous avez déjà utilisé un coupe-carrelage, eh bien en dessous du coupe-carrelage, vous avez un bac d'eau pour refroidir la lame, histoire qu'elle ne brûle pas votre carrelage. C'est la même chose quand vous utilisez une scie circulaire pour couper un bout de bois, par exemple. Bah, si la scie n'est pas assez affûtée ou qu'elle est un petit peu vieille, eh bien vous allez voir de la fumée apparaître parce que vous atteignez la température d'ignition de l'objet que vous êtes en train de couper. Alors, donc, dans une combustion, il y a toujours production de CO2 et d'H2O. D'accord? Ça, on le sait depuis l'année passée. Donc, quel que soit le corps que je brûle, à partir du moment où c'est un hydrocarbure, donc composé de C et de H, j'ai production de CO2 et d'H2O. Par exemple, si je brûle du méthane, comme ça arrive quand vous brûlez, quand vous allumez votre gaz à la maison, on a CH4 plus O2 qui donne CO2 plus H2O, on pondère et on obtient cette réaction de combustion. C'est ce qu'on appelle une réaction de combustion qui est complète. Pourquoi complète? Ben parce qu'on a transformé tout ce qu'on a brûlé en CO2 et en H2O. Il existe aussi des réactions qui sont dites incomplètes. Quand est-ce que c'est une réaction incomplète? Ben quand on n'a pas assez de comburant. Le comburant, je rappelle, selon le schéma de la page précédente, c'est l'oxygène. Donc, par exemple, si vous réglez mal votre chaudière ou votre système donc qui va utiliser ce CH4. Donc ça peut être un chauffe-eau, ça peut être une chaudière qui est reliée à votre système de chauffage. Et bien, si c'est mal réglé et qu'il n'y a pas assez d'oxygène qui rentre, vous allez avoir une combustion incomplète, exemple ici. Donc ça veut dire que normalement, pour avoir la combustion complète, il me faut 2 molécules d'oxygène. Et bien, si je n'en ai que 3 demi, je vais avoir production de CO et d'H2O à la place de CO2. Et ce CO, il est responsable d'une asphyxie. C'est ce qu'on appelle le tueur silencieux. Donc chaque hiver, vous avez des personnes, en général c'est des personnes isolées ou des personnes âgées, qui meurent dans leur salle de bain par exemple, ou asphyxiées par ce monoxyde de carbone. Alors pourquoi est-ce qu'il meurt? Parce que ce monoxyde de carbone,
il a une affinité très élevée pour les globules rouges et pour l'hémoglobine des globules rouges. Ça veut dire qu'en gros, il va se fixer à cette hémoglobine et qu'après, il ne s'en détache pas. Donc, au fur et à mesure où vous respirez du monoxyde de carbone, eh bien, vous condamnez en quelque sorte un certain nombre de globules rouges qui ne peuvent plus transporter d'oxygène dans votre organisme et vous vous asphyxiez parce que votre sang, en fait, ne va plus conduire d'oxygène, mais va conduire que du monoxyde de carbone. Alors on en avait parlé aussi dans le système des déplacements d'équilibre. Je ne sais plus exactement où. Donc cette fixation donc de l'hémoglobine, donc on a de l'hémoglobine avec de l'oxygène, ça forme de l'HbO2. Ça c'est l'hémoglobine en temps normal. Pourquoi est-ce que c'est une réaction à double sens? Parce que l'hémoglobine est dans votre poumon, il prend de l'oxygène, il va dans vos cellules, il donne de l'oxygène, il retourne au poumon, etc., etc. Et l'hémoglobine qui se fixe avec du CO va former du HbCO. Et bien donc ça veut dire que quand il y a du CO dans l'atmosphère, donc si vous êtes par exemple dans votre salle de bain et que vous respirez du CO, le CO se fixe à l'hémoglobine, l'équilibre se déplace vers la droite. Le fait que cet équilibre se déplace vers la droite fait que cette hémoglobine-là, de cet équilibre-là, vu que ça c'est la même, vous avez la même nombre d'hémoglobines dans votre sang, qu'il se fixe à du CO ou qu'il se fixe à de l'oxygène. Donc cette hémoglobine va diminuer, celle du dessus, et va forcer l'HbO2 à se désolidariser, donc l'oxygène va quitter l'hémoglobine pour plutôt rester libre dans le sang ou libre dans vos poumons, donc l'hémoglobine ne va plus avoir envie de fixer de l'oxygène. Et donc, c'est exactement pour cette raison-là que quand vous respirez un tout petit peu de monoxyde de carbone, ce monoxyde qui a une affinité très élevée pour les globules rouges va d'office se fixer dessus. Donc, il fait diminuer la concentration d'hémoglobine qu'il y a dans votre sang et il force l'oxygène qui était déjà lié à cette hémoglobine à se détacher. Et donc, vous avez un double effet d'asphyxie en quelque sorte. La première, c'est que un certain nombre de globules rouges sont bloqués avec le monoxyde de carbone. Et la deuxième, c'est qu'en plus, ceux qui ne sont pas bloqués avec le monoxyde de carbone ont plus envie de transporter de l'oxygène parce qu'ils doivent compenser l'équilibre ici et amener de l'hémoglobine libre. Et donc c'est pour cette raison-là que si vous avez encore des grands-parents que vous allez voir qui vivent dans des vieilles maisons ou dans des vieux appartements par exemple, eh bien souvent les vieilles personnes ont ce qu'on appelle un bulex ou un chauffe-eau dans leur salle de bain, qui est en gros une machine qui chauffe l'eau de la baignoire ou de la douche. Et bien ça, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années maintenant, depuis à mon avis facile 10 ans, c'est interdit dans les nouvelles habitations parce que c'est justement à cause de ça, enfin c'est un des risques, parce que quand vous êtes dans une salle de bain avec un chauffe-eau, s'il est mal réglé, vous allez d'office respirer ce monoxyde de carbone. Alors que maintenant, en général, on a des grosses chaudières qui font eau chaude, chauffage, etc. et qui sont placées en général soit dans un endroit ouvert, soit dans une cave. Donc il y a un endroit où vous ne risquez pas de respirer le monoxyde de carbone qui serait produit par cette machine si jamais elle était mal réglée. Alors, dernier point donc par rapport aux combustions, qui est une remarque à propos du méthane. Donc le méthane, c'est le CH4, c'est le gaz que vous avez dans vos maisons. Alors sûrement que Monsieur Rumens ou Madame Kalougarou a dû vous parler du coup de grisou dans les mines au temps donc de l'industrie du charbon. Alors, c'était quoi donc? Et si on vous a pas utilisé le nom, sûrement que on vous en a parlé, que les mineurs, ils descendaient avec des petits canaris dans les mines et que si jamais le canari venait à mourir, eh bien, ils savaient qu'ils devaient absolument remonter dans les minutes parce que la mine risquait d'exploser. Alors, pourquoi est-ce que cette mine risque d'exploser? Alors, je vous ai dit tout au début du chapitre que donc le pétrole s'était formé il y a des millions d'années, etc. Et que ce pétrole, il s'était formé, qu'il y avait eu
3 types de composés, des composés liquides, le pétrole, des composés gazeux, le CH4, et des composés solides, le charbon. Le problème, c'est que, évidemment, tous ces composés ne se sont pas fabriqués à des endroits géographiques pile poil différents, étant donné qu'ils se sont fabriqués là où toute cette matière organique avait été ensevelie. En général, ils se sont formés plus ou moins aux mêmes endroits, et puis les caractéristiques des corps a fait qu'ils allaient plutôt couler si c'était des molécules liquides, plutôt rester à stagner, voire s'échapper dans l'atmosphère si c'était des gazeux, et rester à leur place si c'était des solides. Mais pour toute chose solide, eh bien, tout corps solide peut emprisonner des molécules gazeuses. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les mines de charbon, donc on a des gisements de charbon qui se sont formés, d'accord, pour, j'allais dire cultiver, mais c'est pas le bon mot, pour récolter, c'est pas non plus le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire, donc pour aller chercher le charbon, en gros, on tape avec une pioche dans les gisements de charbon. Et en tapant là-dedans, vous avez du charbon qui se casse et qui tombe, d'accord? Mais vous avez aussi à l'intérieur, parfois, des veines dans lesquelles du gaz a été emprisonné. Des bulles de gaz, comme ça. Et donc, si vous faites un trou à cet endroit-là, qu'est-ce qui se passe? Le gaz, il s'échappe, mais une mine, c'est pas à ciel ouvert. Une mine, c'est en général fermé. Donc ça veut dire que l'atmosphère se charge en... Donc ça, c'est l'atmosphère de la mine. L'atmosphère se charge en CH4. Et en fait, à partir du moment où il y a entre 5 et 14% de CH4 dans l'air, s'il y a une étincelle, d'accord, donc ça explose pas juste tout seul comme ça, mais donc s'il y a une étincelle, à partir de entre 5, donc en gros on va dire 10% de CH4 dans l'air, il y a explosion. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en même temps que le CH4 a été emprisonné dans ces veines gazeuses, il y avait aussi du monoxyde de carbone. Ce monoxyde de carbone, c'est le même que celui qui est au-dessus, donc ça tue les gens. Et donc, pourquoi est-ce qu'il prenait ce pauvre petit canari? Parce qu'un canari, étant donné que c'est tout petit, vous, pour tomber dans les pommes avec une intoxication au monoxyde de carbone, il va falloir une certaine quantité de monoxyde de carbone. Vous imaginez le tout petit canari, il lui en faut vachement moins. Alors je ne suis pas vétérinaire, je ne sais pas combien, mais donc beaucoup, beaucoup moins. Donc en fait, les gens, au moment où le canari mourait, ça voulait dire qu'il avait respiré tout plein de CO, et ce CO, comme il est dans des veines gazeuses qui contenaient aussi d'office du CH4, eh bien les mineurs savaient qu'il fallait quitter parce qu'ils avaient percé une poche de gaz. Le problème donc, alors donc je vous répète que le CH4, la première propriété physique qu'on a vue, c'est qu'il est inodore. Donc si petit canari, il meurt, c'est qu'il a respiré du CO qui était emprisonné dans la poche de gaz qui contenait aussi du CH4, et que donc, dans la poche là, il y a beaucoup de CH4. Et le problème, c'est que vous allez me dire, ouais, mais bon, ils sont pas obligés d'allumer un briquet. Ah ben non, mais le problème, c'est quand vous tapez avec une pioche sur de la roche, en général, ça fait des étincelles, et ça, c'est ce qu'on appelait le coup de grisou. Donc le fait que les mines, dès qu'il y avait dégazage de veines de charbon, eh bien, il y avait en général des explosions parce qu'à force de frapper, il faisait aussi des étincelles. Alors, il y a eu un autre exemple donc en 2004, mais donc ça commence à faire vieux pour vous, donc qui est la catastrophe de Guy d'Anguien, qui est aussi donc une pelleteuse qui a ouvert un conduit donc de gaz et qui a provoqué une énorme explosion qui a fait beaucoup de morts et plein de blessés qu'on commémore encore relativement régulièrement. Donc voilà, ça finit la matière donc sur les propriétés physiques et chimiques pour ce qu'il en est de la combustion donc des hydrocarbures.